Chapitre de notre 21-23 sur le sommet, le conclave sur les retraites. On a parlé durant toute la première partie de notre émission de la méthode Trump au Moyen-Orient. On va parler de la méthode Bayrou, qui a peut-être moins de succès. Pour en parler, Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, bonsoir. Et Isabelle Fissek, vous êtes journaliste politique et chef du service France aux Échos, les Échos avec qui nous sommes en partenariat sur cette émission. Pour ouvrir cette page, je veux juste vous faire écouter une réaction du Premier ministre, et on en parle juste après. Alors, petit piège, c'est pas le Premier ministre François Bayrou, vous allez voir, il est un petit peu plus ancien, on part 30 ans en arrière, écoutez. La France a besoin de réformes, nous allons les faire dans la concertation. Il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres, les usagers contre les grévistes, les cheminots contre les salariés du secteur privé. Tout ceci, ce sont de vieux combats ou de vieux débats. Il faut se réunir, se rassembler, se mobiliser pour réussir. Alain Juppé, il y a 30 ans, une réforme des retraites qui n'a évidemment pas abouti. Alors avant qu'on en parle, je vous remonte aussi sur ces images. Voilà, 4 premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Édouard Philippe et aujourd'hui François Bayrou. Et le piège, le poison de ces réformes des retraites qui n'aboutit toujours pas, Isabelle. Oui, c'est toujours la crise. Les retraites en France, c'est vraiment un sujet de crispation. Et François Bayrou, avec ce conclave, il joue quand même très très gros. Il faut rappeler l'origine du conclave. Il est lancé parce que François Bayrou négocie avec les socialistes un pacte de non-censure pour réussir à faire passer le budget. On est au début de l'année, en janvier, et il accepte de rouvrir le dossier des retraites, alors avec beaucoup d'ambiguïté. Il sait que la réforme faite sous Elisabeth Borne en 2023 est très mal passée auprès des Français. Elle a été adoptée grâce à un 49.3, et François Bayrou a longtemps dit que cette réforme avait été mal expliquée. Les socialistes, si je puis dire, sautent sur l'occasion en se disant « rouvrons le dossier ». François Bayrou top et lance ce conclave pendant plusieurs mois. Donc, lorsque les syndicats, cette nuit, ont acté l'échec de 18 séances de négociation, il était minuit, 1h du matin, immédiatement, le Premier ministre a décroché son téléphone pour appeler les numéros 1 des organisations syndicales, des organisations patronales, envoyer des SMS pour dire « on ne peut pas en rester là, il faut absolument essayer, on est très près d'un accord, continuons ». Il joue très très gros. Bernard Vivier, c'est mission impossible, ces réformes de retraite ? Non, ce n'est pas mission impossible. Vous avez montré le visage d'Alain Juppé en 1995 et la galerie des premiers ministres qui ont toujours trébuché, chuté et essayé de faire des réformes. En fait, tout a déjà été écrit en 1991, si on remonte dans l'histoire, dans le livre blanc préfacé par Michel Rocard. Tout est là. Depuis 1991 et singulièrement depuis 1995, c'est-à-dire en quelque sorte l'étatisation de la sécurité sociale, le rapt sur la sécurité sociale, pour reprendre le mot de Marc Blondel, à l'époque secrétaire général de Force ouvrière, nous vivons un dossier géré de façon très, très, très curieuse. Il y a une dimension politique. Aujourd'hui, François Bayrou s'est acheté un peu de temps. Éviter la censure, c'est la lecture politique, c'est le jeu politique. Et les acteurs, patronat et syndicats, eux, ont un autre objectif, c'est pas la censure. Ils font leur métier de patron et de syndicaliste, c'est-à-dire comment faire pour éviter un effondrement de notre système de retraite par répartition. Donc, nous avons 2 logiques, et la deuxième est subordonnée malheureusement à la première, c'est-à-dire à l'enjeu politicien. Mais alors, si je comprends bien, là, les dernières discussions n'étaient même pas sur l'âge, le report de l'âge à la retraite ou pas. Les syndicats l'avaient un petit peu abandonné. On était sur des questions plus précises, notamment sur la pénibilité au travail. On a envie de se dire pourquoi sur certaines choses qui paraissent logiques, essentielles, parfaitement cohérentes, pourquoi même là-dessus, on n'a pas réussi à s'accorder ? On s'est focalisé dans le débat, là, mais dans l'opinion publique, plus qu'à l'intérieur du conclave, sur la question des 64 ans. Depuis 1981, nous vivons avec ce traumatisme, 60 ans, en 1981, 82, et puis
Aujourd'hui, la pression démographique, la pression économique, le déficit, la Cour des comptes a indiqué il va manquer à la fin de l'année 6,5 milliards. Et en 2045, si on ne change rien, il va manquer entre 25 et 42 milliards d'euros. Donc nous avons besoin de faire des économies et nous vivons aujourd'hui une grande difficulté à trouver cet équilibre. Donc dans les discussions entre patronat et syndicats, ça a été le bénéfice de ces 4 mois. Il y a eu des échanges, les positions ont évolué, certains ne se sont pas arc-boutés sur les 64 ans, d'autres, côté syndical, d'autres, côté patronal, ont accepté de parler pénibilité. Alors faut-il parler de prévention, de réparation de la pénibilité? Faut-il mettre des critères? Tout ça est horriblement technique et en même temps très important. Et c'est très important pour l'équilibre financier parce que quand François Bayrou lance le conclave, il y a des astérisques. Il ne faut pas dégrader plus encore l'équilibre financier. Et donc toutes ces discussions sur la pénibilité ou par exemple pour l'amélioration des retraites des mères de famille qui ont été un petit peu pénalisées par la réforme de 2023, les partenaires sociaux, c'est vrai, ont fait leur travail, essayé de rapprocher leurs positions, mais avec quand même des lignes rouges, c'est-à-dire pour le patronat, on ne veut pas de hausse du coût du travail, donc ça veut dire pas de hausse de cotisation ou du forfait social par exemple, et puis du côté des syndicats, c'est dire la pénibilité, il y a la réparation et la prévention, et c'est sur la réparation qu'il y a des divergences avec le patronat parce que notamment les syndicats voudraient des départs anticipés automatiques quand le patronat voudrait que la médecine du travail ait son mot à dire. Donc voilà, ils ont discuté, ils essaient de rapprocher leurs positions et aujourd'hui, lorsqu'ils ont été reçus à Matignon à nouveau, d'abord les syndicats, puis le MEDEF, puis ce soir la CPME, François Bayrou leur a dit donnez-moi chacun vos crispations dans cette discussion. Et Marie-Lise Léon, donc secrétaire générale de la CFDT, a dit François Bayrou a jusqu'à la fin de la semaine pour prendre ses responsabilités. Nous avons négocié. Maintenant, la balle est dans son camp. En tout cas, des crispations et des lignes rouges franchies, ça date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Hein. Écoutez ce que disait la patronne de la CGT, Sophie Binet, c'était le 20 mars dernier, et déjà, elle claquait la porte du conclave. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave parce que le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. Bon, le totem, hein, ça c'était l'âge de départ à la retraite. Ce totem-là, voilà, ce sera la pomme de discorde qui ne changera jamais. Et ce totem-là, donc Sophie Binet a décidé que, François Bayrou, ayant finalement lors d'une émission reconnu que non, nous n'allons pas, si on ne veut pas dégrader l'équilibre financier et revenir à 62 ans, elle a décidé de sortir. D'autres, les 3 syndicats restants, CFDT, CFTC, CGC, ont eux décidé de entre guillemets, gratter tout ce qui peut l'être et avancer sur d'autres dossiers. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions, les 64 ans ont été mis de côté pour se concentrer sur d'autres sujets majeurs, les carrières longues, à nouveau la pénibilité, les retraites et les retraites des femmes. Donc là encore, c'est qui fait de quoi un tabou ou un totem. Et c'est vrai que dans l'opinion et chez les partenaires sociaux, ils ne désignent pas forcément les mêmes sujets. Oui, répétons-le, ces 4 mois de discussion, de concertation, plus que de négociation, ces 4 mois ont vu les partenaires sociaux, patronat, syndicats, évoluer, mieux se comprendre. Deux autres exemples. Le premier, c'est la question de la capitalisation. Sujet très dangereux, évidemment. On en a parlé sur ce plateau. Parce que, bien évidemment, nous tenons et nous sommes très attachés aux retraites par répartition, mais une petite dose de capitalisation, ne pourrait-on pas? Après tout, nous avons bien aujourd'hui dans les entreprises des systèmes de capitalisation. Certains responsables politiques ont proposé un petit mix, 15% peut-être. Non, mais nous, il y a des plans épargne retraite, des assurances vie, tout ça, c'est de la capitalisation. Bon. Le patronat, la CPME tout particulièrement, avait dit mais on pourrait bâtir un dispositif de retraite par capitalisation, pas trop, et géré par les partenaires sociaux. Voilà un point.
L'autre point, c'est la possibilité pour les partenaires sociaux, et ça c'est fondamental, de pouvoir travailler entre eux sans la pression de l'État. Le 2 juin dernier, en dehors du conclave, se sont réunis au siège de Force ouvrière les 3 organisations représentatives du patronat, les 5 organisations représentatives des salariés. Donc y compris l'UDP, Force ouvrière et la CGT, qui avait claqué la porte le 19 mars, pour discuter de ce qu'ils appellent un agenda social autonome, c'est-à-dire exister par rapport à nous, entre nous, patronat et syndicats, et pas par rapport aux politiques. Et ça, c'est une affaire très importante que le président du MEDEF, Patrick Martin, vient de rappeler, qui n'est pas sans être en sonorité sympathique pour les syndicats, qui disent, mais enfin, nous sommes les acteurs du marché du travail, c'est à nous d'organiser le marché du travail. Bien évidemment, le Parlement surplombe toutes les décisions, mais ce n'est pas au Parlement, avec toutes les joutes oratoires, les débordements, cherche un adjectif pas trop méchant, mais les débordements bruyants au sein de l'Assemblée nationale qui font qu'on ne travaille pas bien dans l'émotion ou la manipulation médiatique des dossiers qui demandent de la sérénité, de la réflexion et de la responsabilité. L'idée est la suivante, exprimée par le patronat et avec une oreille attentive des syndicats, que l'on confie la gestion des retraites, régime général et retraite complémentaire aux partenaires sociaux avec l'exigence de maintenir à l'équilibre, et ils disent chiche, faisons cela, nous prenons. L'assurance chômage, la formation professionnelle, les retraites complémentaires sont de belles réussites du monde patronal et syndical, ça s'appelle le paritarisme. Vous voulez dire responsabiliser Exactement. Tout le monde avec les contraintes, notamment démographiques, dont on parlait tout à l'heure. Parce que les caisses de retraite, par exemple, mais d'autres, les caisses de retraite complémentaires, il y a des milliards de réserves, des milliards. Pour les gestionnaires, c'est de la précaution. Il faut, en cas de besoin, pouvoir continuer à verser à ceux qui en ont besoin, alors que les cotisations ne rentrent pas, parce qu'il y a une période Covid, une récession économique, il faut le faire. Vu par Bercy, que sont ces milliards ? Un gros gâteau à prendre pour boucler le budget de l'année. Alors, justement, parce que vous en parliez, après je vais vous faire réagir tous les deux, on va retourner sur le terrain, vous parliez d'un peu de cette cogestion idéalisée entre les syndicats ouvriers et le patronat. On avait déjà évoqué sur notre plateau la semaine dernière le cas du Danemark. Le Danemark qui a fait des réformes sur les retraites. On avait reçu Caroline Sins, qui est une de nos grands reporters, qui avait fait un reportage absolument édifiant sur le Danemark avec justement une partie de capitalisation. Je voulais juste vous faire réagir sur cette interview qu'elle avait faite d'un syndicaliste danois. Je rappelle que le Danemark a voté un allongement du départ à la retraite à 70 ans pour ceux qui sont nés après le 31 décembre 1970. Écoutez ce que dit ce syndicat danois, ce syndicaliste danois. Pour nous, Français, c'est assez étonnant. Regardez. Comme les gens vivent plus longtemps, on augmente régulièrement l'âge de la retraite. Elle sera bientôt à 69, puis à 70 et 71 ans. Nous, on veut que ça s'arrête à 68 ans. On ne peut pas dire à des jeunes de 18 ans qui travaillent sur des chantiers qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 72 ans. C'est impossible. Mais les syndicats danois veulent être un partenaire sérieux dans les négociations avec le gouvernement. Alors on ne dit jamais non, on essaie de négocier. Voilà pourquoi j'ai peur qu'on ne puisse pas bloquer l'âge de la retraite à 68 ans, mais on va quand même essayer. On sent là une rondeur qui est extraterrestre pour des syndicalistes français. Comment expliquer cette différence ? Est-ce que c'est du pragmatisme nordique ? Est-ce que c'est une culture peut-être du conflit qui a apporté aussi des avantages sociaux en France, hein, on le répète. C'est peut-être aussi une culture du travail et de la vie au travail différente. Il me semble que en 2023, après la réforme des retraites, il a beaucoup été dit ces réformes des retraites sont toujours très crispantes parce que beaucoup de salariés se demandent mais comment je vais faire pour tenir jusqu'à 64 ou l'âge de la fin de la décote, c'est-à-dire 67 ans, hein, quand on n'a pas une carrière complète. Et je crois que beaucoup ont exprimé l'idée qu'il fallait penser autrement la vie au travail. Alors aujourd'hui, les partenaires sociaux là se concentrent autour de la pénibilité, hein, parce que la prévention, c'est
extrêmement important justement pour pouvoir travailler plus longtemps, et la réparation l'est aussi. Mais c'est vrai que chez nous, 70 ans, voilà, c'est un autre débat. Bernard Vivier, quand vous voyez ça? Oui, répétons-le, nous nous crispons aujourd'hui sur la question des 64 ans et des 67 ans aussi. D'ailleurs, dans la concertation du conclave, il y avait une avancée un peu du monde patronal. Aujourd'hui, 64 ans, c'est le droit de partir en retraite. 67 ans, c'est le droit de partir en retraite avec toute sa retraite pleine, même si on n'a pas tous les trimestres. Qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est difficile. N'oublions pas qu'en 2017, la CFDT, la CFTC, Emmanuel Macron à l'époque, et François Bayrou aujourd'hui d'ailleurs aimerait bien aller vers la retraite par points. C'est-à-dire, je prends un exemple, j'ai 42 ans, c'est pas vrai, me concernant, j'ai 42 ans, je compte mes points, on me dit, voilà, vous partirez à la retraite avec 853 €. Ah, je vais réfléchir et je travaille un peu plus longtemps. J'ai 65 ans, je suis en bonne forme, j'aime mon métier, ça va. Je continue un peu et je partirai à la retraite 3 ans après ou 2 ans après avec beaucoup. Voilà, c'est beaucoup plus souple. C'est comme ça que fonctionnent les retraites complémentaires. Donc nous avons de toute façon une certitude pour des raisons économiques, pour des raisons démographiques, nous allons devoir travailler davantage. Est-ce que cela veut dire que chaque Français qui travaille aujourd'hui va devoir travailler davantage? Non. Nous devons travailler une question importante qui est la question du taux d'emploi. Le taux d'emploi dans ce que vous dites, il y a aussi seniors, il faut que ce soit à la carte et qu'on ait le choix. Si oui, on veut. Et le taux d'emploi des seniors des 60-64 ans en France, c'est 36%. En Allemagne, c'est 63%. Nous avons là des marges de manœuvre à travailler. La question de la pénibilité, la question des carrières longues, la question des femmes au travail et qui sont mères de famille. Voilà, il y a énormément de chantiers. Bon sang de bonsoir, si je peux m'exprimer ainsi. Laissons le patronat et les syndicats discuter entre eux. Confions-leur les clés du camion sous contrôle parlementaire, bien évidemment, répétons-le, le Parlement est toujours en surplomb de toutes les décisions, mais ne faisons pas du Parlement ou de Bercy l'ordonnateur du bonheur des Français. Alors, dernière question, mais toute simple, dans les 2 minutes qui nous restent. Bon, en tout cas, ce soir, échec du conclave. Ce soir, on en est où? On repart à zéro, on repart en 1995, on repart il y a quelques mois. C'est quoi la suite? Censure? Pas censure? Alors, François Bayrou a reçu à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, toutes les organisations qui avaient accepté de rester et de travailler au sein du conclave. Il a jusqu'à la fin de la semaine pour dire, voilà, chacun des partenaires m'a donné ces points où il pourrait y avoir un accord, ces points où il y a encore des crispations. Voilà ce que je décide. Ce qui est embêtant pour François Bayrou, c'est qu'il ne peut plus brandir un accord auprès des politiques, et notamment des socialistes dont le ton s'est considérablement durci et qui ont annoncé déposer une motion de censure, comme les autres partenaires de la gauche. Le Rassemblement national, comme d'habitude, souffle le chaud et le froid en disant bon, le conclave, c'était pour les socialistes, une mascarade. Le Rassemblement national ne s'interdit rien. Et Jordan Bardella, lors du salon Impact PME, a quand même dit on ne s'interdit rien. Donc, comme d'habitude, je veux dire, François Bayrou est de nouveau entre les mains du Rassemblement national. C'est ce qu'il avait réussi à éviter, contrairement à Michel Barnier, en négociant justement ce conclave avec les socialistes. Donc on est quand même dans une situation extrêmement compliquée. Bernard Vivier, le mot de la fin, on en est où? Oui, sur le chantier lui-même, retour, ou plus exactement maintien de la réforme Dussopt-Borne de 2023, qui ne faisait que prolonger celle de 2014 de Marisol Touraine, c'est-à-dire les travailleurs nés en 1965, eh bien, en 2032, partiront à 64 ans. Et Borne a durci le trait et fixé. Donc, rien ne changeait par rapport à Elisabeth Borne. N'oublions pas, ça avait provoqué 13 manifestations, dont 4 avaient dépassé 1 million. Bon, ça, c'est sur le plan technique, rien ne changeait. Donc, pas d'amélioration, pas de discussion. Sur le plan politique, en effet, le Parti socialiste n'a plus de retenue et vise la censure. Tout est entre les mains de l'extrême droite, du Rassemblement national, qui lui-même n'a pas trop envie d'anticiper une dissolution des élections, parce qu'en interne, la présidente du Rassemblement national n'est pas très mûre pour affronter les urnes. Elle a encore un procès sur le dos. Eh bien, en tout cas, la une de votre journal Les Échos, Isabelle, Les Échos de demain, Bayrou dans le piège des retraites.
Les Échos avec qui nous sommes en partenariat. Merci beaucoup d'avoir été présents sur ce plateau tous les deux. Tout de suite, le journal Météo Climat. Et dans 7 minutes, vous retrouvez Jean-Christophe Galeazzi pour le 23h. À demain pour un nouveau 21-23 sur le terrain. Merci à tous.